Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous sur Cause commune, la voie des possibles. 93.1 en FM ou en DAB+, en Île-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes en direct ce mercredi 18 septembre 2024, il est 22h, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus dans Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. 1 heure pour donner la parole à des personnes qui font évoluer le monde à travers leur vision, leur vécu, leur parcours personnel et professionnel, rendre plus visibles des causes. Aujourd'hui, Frédéric est à la régie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Julie, belle émission à vous. Encourager la discussion entre les personnes invitées et vous, auditrices et auditeurs, est au cœur de cette émission. Vous pouvez participer et intervenir en direct. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète, au 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, bouton chat, salon, chemin de traverse. C'est donc parti pour cette 3e émission. Notre invitée ce soir est Virginie Bonnefond, qui va nous parler de photographie et de sport. Vous allez découvrir le parcours de Virginie. Comment elle a su se réinventer pour faire de son métier ce qui l'a fait vibrer. Comment, à travers son travail, elle aide les autres, individuellement ou des combats collectifs. Virginie a fait de son art un mode d'expression, un moyen de partage intense. Elle nous amène dans des lieux inédits, nous inspire dans ses défis audacieux. Je la remercie grandement d'avoir accepté notre invitation et de nous accorder un peu de son temps et d'être avec nous sur le plateau. Bonsoir Virginie Bonnefond. Bonsoir Julie, merci pour votre invitation. Je suis ravie de passer cette heure avec vous et les auditeurs. Virginie n'est pas venue seule, son mari est venu dans le public et voulait découvrir le studio. Bonsoir Étienne Bonnefond. Bonsoir Julie. Nous allons commencer par parler de votre parcours, Virginie. Vous avez fait des études et vous avez fait des études que vous avez suivies par un démarrage de carrière en accord avec ces études. Puis vous avez pris un chemin de traverse pour une activité dont vous ne pensiez pas pouvoir en faire un métier. Exactement. Pour remonter un petit peu plus loin, je suis insulaire, née et grandie en Martinique, où j'ai fait le plein de vitamine D. Et je suis devenue parisienne à l'âge de 18 ans, juste après le bac, pour poursuivre mes études. Un choix d'études qui s'est fait grâce au CIO, le Centre d'information et d'orientation, où j'avais passé un test pour savoir vers quelle voie me diriger. Et à l'origine, je souhaitais être chirurgien. Mais dans mes rêves, puisque mon hémisphère gauche n'a pas la même vivacité que le droit, et ma mère étant enseignante pour les enfants hospitalisés, j'aimais cet univers, et le bloc opératoire m'impressionnait. Mais en fait, ce n'était pas moi. Donc, les 3 domaines qui sont ressortis suite à ce test, c'était le théâtre, les métiers artistiques, avec la communication notamment, et le sport. Et quand on pense à ces 3 domaines, malheureusement, on imagine toujours que c'est de l'extrascolaire, pas en faire un métier. Parce que j'étais meilleure à l'école en arts plastiques et sport, mais le coefficient était si faible dans le cursus général qu'il fallait trouver une autre voie pour exercer un métier plus classique, on va dire. Donc j'ai donc fait une école de communication pour ensuite intégrer un grand groupe, la Gardère Publicité, donc une régie, où grâce aux mobilités internes possibles, j'ai pu explorer différents services et métiers. Et 7 ans plus tard, reconversion professionnelle, grâce au soutien d'Étienne, ici présent, qui m'a poussé et permis d'oser,
parce que photographe, c'était une passion, mais en faire un métier sûrement risqué. En vivant à Paris, autodidacte, j'ai suivi une petite formation pour la technique, mais l'œil du photographe, on l'a, je pense que c'est inné. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que je vibre de cette passion. Donc en fait, vous aviez donc un parcours scolaire classique et du coup une carrière dans la com. Oui. Quand vous êtes venu à Paris, et puis ce job, dont vous avez dit chez Lagardère, c'est terminé. Et c'est grâce un peu à cette fin que vous avez fait un renouveau, une reconversion, et que vous avez réfléchi à qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire, et que vous êtes sorti un peu du schéma classique. Oui. Que vous avez osé prendre ce chemin de traverse qui est plus dans les arts, et ce que vous appeliez quand vous étiez jeune extrascolaire. Oui, c'est vrai. Donc finalement, vous êtes dit, est-ce que je peux vraiment faire un métier de ces activités de cette passion. Voilà, de la créativité. Est-ce que photographe, c'est un métier? Je le voyais vraiment comme une passion, avec des idées de séries artistiques. Je pensais aux expositions, mais c'est vrai que dans la photo, le côté commercial est aussi important, et il fallait que ça corresponde à ma personnalité. Donc plutôt, je me suis orientée plutôt vers le portrait, le reportage photo, documentaire. Ce sont vraiment les deux principales facettes que j'aime exercer, où je me sens comme un poisson dans l'eau. Et vous m'avez dit que pendant ce travail d'introspection, à la fin de ce job à la com chez Lagardère, donc vous avez passé un petit moment à réfléchir qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire, est-ce que vous alliez vous lancer. Vous m'avez dit que à l'époque vous étiez mariée, c'est ça? Oui, alors voilà. J'ai fait un bond en fait entre les deux, entre Lagardère et cette reconversion. J'ai fait un bond en Martinique. Ah, voilà. Où j'ai retrouvé ma famille et mes racines. D'accord. Où j'ai travaillé, et ensuite j'ai rencontré Étienne, et je suis revenue à Paris. Oui. Donc il fallait se poser la question du futur professionnel. Oui. Est-ce que je recherchais à nouveau un emploi, ou est-ce que je me lançais vraiment vers ma passion? En me donnant les moyens. Et au départ, je pensais vraiment à des séries artistiques et des expositions, et j'ai eu le bonheur d'être sélectionnée pour exposer aux côtés de Yann Arthus Bertrand, qui avait une exposition dans une galerie. Et j'admire beaucoup cet homme-là, et il m'avait dit à l'époque, je lui ai dit j'ai envie de me lancer, mais je n'ose pas, à Paris il y a beaucoup de photographes, comment trouver ma place? Et il m'a dit, mais quand on y croit et qu'on se donne les moyens, on y arrive toujours. Oui. Donc fonce. C'est d'ailleurs ce que... Ça a été chose faite. Oui, ce qu'on va découvrir par la suite de l'émission, que quand on croit quelque chose, qu'on se donne les moyens, il faut foncer. Oui. Et donc vous avez exposé à cette expo? Vous avez exposé des photos à vous? Oui, une photo qui a été sélectionnée sur le thème transmettre. Ok. Donc c'est toujours onirique, poétique, et voilà, une photo raconte une histoire. Donc permet de, même si c'est un instant figé, on peut s'évader et voyager en regardant une photo. Oui. Et donc cette photo transmettre, c'était un père et son fils qui pêchaient ensemble, donc avec une belle lumière, et on s'évade en la regardant. Oui. C'était cette photo. C'est vrai que c'est un instant, une photo, mais on se fait toute une histoire et toute une vie peut-être même. C'est vrai. Tout un morceau de vie. Et donc maintenant, vous êtes photographe. Maintenant, donc depuis combien d'années? Alors ça fait 12 ans. Voilà, donc vous avez réussi votre reconversion, votre entrée dans la photo, votre entrée dans les arts. Vous avez allié le côté artistique et aussi le côté commercial pour pouvoir mieux gagner votre vie. Exactement. Voilà. Et puis dans le côté commercial, il y a toujours de l'artistique. Ok. Je ne saurais pas faire autrement. Oui. C'est vraiment ce que je ressens, l'instant que je ressens. Dès que j'appuie sur le déclencheur, je sais ce que je vais véhiculer derrière. C'est bien, vous portez toujours, malgré, dans toutes les situations, vous avez vos intentions artistiques, votre fibre. Oui. Vous lâchez pas. Sur tous les sujets. Même des boîtes en carton, j'aimerais faire ressortir un côté artistique de tout ce que je vois.
parce qu'on s'émerveille de ce qui nous entoure, autant le figer. Mais ça me parle beaucoup. C'est très chouette de pouvoir se permettre de faire ça, et peut-être aussi d'avoir des clients qui nous permettent de faire ça. Peut-être le fait d'être indépendante. Oui. Ouais. Et donc, vous commencez donc votre métier de photographie, et donc vous dites qu'il y a deux grands sujets pour vous dans la photographie, parmi d'autres, mais deux grands qui sont la photographie documentaire et les portraits. Donc, on pourrait commencer par la photographie documentaire. Et donc, vous m'avez dit que vous faisiez de la photographie documentaire dans les hôpitaux. Oui. D'ailleurs, ça fait écho à votre maman, c'est ça, qui travaillait en milieu hospitalier. Voilà. Et c'est vrai que quand je l'accompagnais exceptionnellement à l'hôpital pour voir sa classe, parce qu'elle poursuivait la scolarité des enfants qui étaient hospitalisés pour ne pas qu'ils perdent leur année. Et de voir cet univers, j'étais très attirée, et même par le bloc opératoire. Donc là, on va un petit peu plus loin. Oui. Et ça me fascinait. Et aussi peut-être le fait d'avoir connu ça dans votre enfance, vous avez plus osé vous approcher, vous avez plus... Alors pour la partie photo médicale, l'histoire, donc c'est surtout à l'hôpital Foch, avec le professeur Jean-Marc Ayoubi, a commencé à la naissance de mon fils. Okay. Donc qui est né dans cet hôpital. Et pendant le travail et tout le temps... qu'on passe à attendre la venue de notre bébé, je prenais des photos des équipes médicales à l'œuvre, parce que ce qui est important, c'est de les valoriser eux, parce que souvent, dans une naissance, on pense à la maman et le bébé, et d'ailleurs, ils s'affairent tous à ce que ça se passe bien, et je le remarquais, en fait. J'étais pas trop centrée sur ce qui m'arrivait, parce que je n'avais qu'à attendre. Et donc, en prenant les photos, on prenait des photos avec Étienne. Et donc, ensuite, quand notre fils est né, on a voulu le rencontrer pour lui offrir des tirages des équipes pendant la naissance. Vous avez voulu rencontrer le professeur. Voilà, le chirurgien. Et donc, c'est comme ça que ma collaboration avec lui a commencé. D'accord. Et ils étaient contents que vous preniez des photos ? Je leur ai demandé l'autorisation, ils étaient surpris, en se disant, tiens, une femme qui accouche, qui prend des photos. Ouais. Mais bon, la péridurale fonctionnait très bien. Donc, ils ont accepté. Ils ont accepté. Oui. Et ensuite, c'était vraiment mettre en lumière les équipes. Parce que les stars à l'hôpital, ce sont vraiment eux. D'ailleurs, j'ai vu, pendant que vous parlez, j'ai vu sur votre site des vidéos et des photos à l'hôpital, et c'est vrai que c'est touchant, et puis c'est très près, et puis vous mettez à l'honneur l'hôpital, les services, mettre en lumière ceux qui travaillent finalement pour notre bien-être, et que tout se passe au mieux, parce qu'une naissance n'est jamais simple. On ne peut rien anticiper. Oui. Et donc, vous avez fait pendant longtemps des photographies à l'hôpital, et notamment dans les blocs, au bloc opératoire, pendant plusieurs années. Oui. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et donc, ce professeur que vous avez vu au démarrage à votre accouchement, à votre premier enfant. Deuxième enfant. Voilà, vous a permis de continuer les reportages et les photos, et donc vous avez continué ensuite à l'hôpital Foch, c'est ça ? Exactement. À Paris ? Oui. Non, à Suresnes. À Suresnes, d'accord. Oui. À Suresnes, de continuer à faire des photos donc du service et aussi du bloc opératoire. Voilà. Dans le cadre d'événements particuliers et majeurs, il fait appel à moi. D'accord. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut parler maintenant de la sortie de cette aventure où vous aviez d'autres choses à dire sur les photos à l'hôpital, les photos documentaires ?
Ah, vous souhaitez qu'on parle de la sortie du livre? Oui, ou de l'aventure que vous c'est avez une belle vécue. continuité. Oui. C'est une belle continuité, comme on est sur les événements chirurgicaux majeurs. C'en est un, donc, qui a eu lieu en 2019 à l'hôpital Foch. La première greffe utérine française. Parce que les premiers au monde, ce sont les Suédois en 2014, suivis de très près par la France en 2019. Donc au monde. Voilà. Ouais. Donc une greffe de l'utérus. Greffe de l'utérus sur une patiente née sans utérus. C'est le syndrome MRKH qui touche une femme sur 4500. Oui, c'est quand même beaucoup. Donc c'est beaucoup. Ouais. Et l'absence d'utérus, même si tout le reste est présent et que le cycle hormonal est fonctionnel, il manque le nid pour porter le bébé. Donc c'est de l'infertilité. Et la solution qui peut paraître science-fiction quand on en parle, c'est de greffer un utérus. Et du coup, vous avez donc suivi cette aventure, pris des photos, fait un documentaire photo. Exactement. J'ai suivi donc tout le parcours de Déborah Berlioz, qui est la première française, de la greffe jusqu'à l'hystérectomie, c'est le retrait de l'utérus. Parce que dans le protocole en France, celle qui bénéficie d'une greffe d'utérus peut le garder 5 ans. Et dans ces 5 ans, avoir 2 grossesses. D'accord. Au bout de 5 ans, ils enlèvent l'utérus à cause de la lourdeur des traitements immunosuppresseurs. Et 2 grossesses sont possibles. Ce qui est merveilleux quand elles apprennent qu'elles n'auront jamais d'enfants. Ouais. Oui. C'est un conte de fées moderne. Donc en fait, vous avez suivi le parcours de cette greffe d'utérus qui était inédite, donc en France, à l'hôpital Foch, c'est ça? Et ce sont les seuls à pratiquer les greffes d'utérus à ce jour. Il y en a eu 3. D'accord. Donc Déborah, la première, qui a eu 2 filles. Ensuite, Anaïs, la seconde, qui a eu une fille. Et la troisième, Océane, qui a bénéficié de la greffe, mais qui n'a pas eu encore le transfert d'embryon. Et donc, vous avez suivi cette première femme qui s'appelle Déborah Berlioz. Oui. C'est une championne de natation synchronisée. C'est une battante. Et donc vous avez fait le reportage sur elle et donc vous avez publié un livre. Oui, qui est paru le 8 mars 2024, donc le 8 mars, date symbolique. Oui. On y tenait, aux éditions de La Martinière. Et il s'agit vraiment d'une mise en lumière des équipes médicales et du parcours hors du commun de Déborah, qui a bénéficié de cette première greffe. Et donc j'ai souhaité dans cet ouvrage lever le voile et montrer les coulisses de l'exploit médical réalisé par le professeur Jean-Marc Ayoubi et ses équipes. Parce que la greffe a eu lieu en 2019, mais en amont, ce sont des années de travail, de recherche. C'est un événement important. Et donc grâce au don de sa maman, parce que c'est sa maman qui lui a donné. Dans les donneuses en France, aujourd'hui, il y a eu maman, Anaïs, c'est sa sœur, et Océane, c'est sa maman aussi. Donc là, dans ces cas, il y a un lien de parenté, mais ça peut être aussi des amis. Donc, ce qui n'empêche pas de prendre le traitement immunosuppresseur, donc anti-rejet. Oui. Ça n'empêche pas. Oui. Et donc, elle a eu, Déborah, 2 merveilleuses filles qui sont nées en 2021 et 2023. Donc, c'est un conte de fées, vraiment, auquel j'ai assisté. Né d'un collectif d'expertise, parce que dans son parcours, j'ai réalisé que de nombreux services ont avancé soudés vers l'exploit, avec une complémentarité remarquable dans ce protocole. C'est rare quand même de faire intervenir autant de services dans le cadre d'une intervention médicale ou chirurgicale classique, puisque Déborah a débuté avec la DRCI, c'est la Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation, qui intervient aux prémices du parcours jusqu'à la fin du protocole, qui se termine 2 ans après le retrait de l'utérus, puisqu'elle a eu le retrait de l'utérus en juin 2023. Et c'est pour ça que j'ai attendu la fin de l'aventure médicale pour pouvoir publier le livre.
Et vraiment, dans le service du professeur Ayoubi, toutes les unités sont impliquées. On part du laboratoire AMP avec la ponction des ovaires, parce qu'avant de greffer l'utérus, il ponctionne les ovaires pour congeler les embryons. Avec le laboratoire AMP, il y a aussi le transfert d'embryons qui a lieu 1 an après la greffe. Et puis le marathon chirurgical du prélèvement et de la transplantation de l'utérus, donc qui dure 18 heures entre le prélèvement et la transplantation, avec la maman dans un bloc, la donneuse donc, et la receveuse, sa fille, qui est installée. C'est émouvant. Et donc, après, j'ai suivi ces grossesses, les naissances sous césarienne, parce que les naissances se font obligatoirement sous césarienne. Et ces 2 filles ont eu un séjour en néonat. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle un parcours à 360 degrés. Et c'est fascinant. Et de voir justement que cette expertise collective a mené à la réussite de toutes les interventions, c'est assez impressionnant. Et mon approche photographique visait vraiment à mettre en valeur cette chaîne humaine où chaque maillon est indispensable. Il en manque un, ça ne fonctionne pas. Oui. Et j'ai eu le déclic du livre, de partager cette histoire, le 12 février 2021. C'est le jour de la naissance de Misha, sa première fille. La fille aînée. Ça a été vraiment révélateur pour moi. J'ai pris conscience que j'assistais à un exploit. Et on pouvait vraiment parler du succès de la greffe d'utérus, parce que l'objectif étant de porter et donner la vie. Parce que l'utérus n'est pas un organe vital. Ok. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir ces bébés. Et quand j'ai vu Déborah, à qui des médecins avaient dit qu'elle ne serait jamais mère, elle avait dans ses bras son bébé, le fruit de son amour avec Pierre-Antoine, son mari. Là, le conte de fées s'écrivait sous mes yeux. Oui. Et j'ai eu envie de le partager l'admiration que j'ai pour cette femme et sa famille, et aussi pour l'équipe du professeur Ayoubi qui a œuvré sans relâche. Et donc, vous avez... Ce jour-là, j'ai su. Voilà. Et ensuite, une deuxième grossesse était prévue. Donc, j'ai voulu attendre la suite des événements pour retracer vraiment l'intégralité de son parcours à l'hôpital Foch jusqu'au retrait de l'utérus qui signait la fin de l'aventure médicale et un nouveau chapitre dans leur aventure familiale pleine d'amour. Oui. Et du coup, votre livre est sorti, le livre qui s'intitule « De l'espoir à la vie, l'histoire d'une prouesse médicale ». Voilà. Est sorti donc le 8 mars, et le 8 mars, c'est... Ah, on sait ce que c'est. C'est la journée de la femme. Exactement. Oui. Et donc, c'est Brigitte Fanny Cohen, qui est journaliste spécialiste des questions de santé, qui raconte cette odyssée inspirante qui accompagne les photos. Donc, vous, dans le livre, il y a vos photos et les textes de Brigitte Fanny Cohen. Ok, d'accord. Et une préface de Cynthia Fleury qui nous penche vers des questionnements philosophiques. Ok, bon. Donc, vous avez eu vraiment une aventure extraordinaire dans cet hôpital pendant 8 ans, au bloc opératoire. Donc, si on voit ce livre, on regarde les images de ce livre, on se rend compte vraiment, là on en parle, mais le fait de le voir, on se rend compte vraiment de l'émotion, de ce que c'est. Donc voilà, et du coup, moi j'ai pu... un petit peu voir ces photos en grand, en dehors du livre, à l'expo de l'Orangerie du Sénat à Paris. Oui. Voilà, au Jardin du Luxembourg, il y a une orangerie du Sénat. Et donc, vous avez eu l'opportunité de faire une exposition. Ce qui était une très belle continuité. Oui. Comme le livre est paru à cette date symbolique, j'ai candidaté auprès du Sénat pour exposer, parce qu'ils sélectionnent des artistes l'été. Et ma candidature a été retenue. Et ce que je trouvais vraiment formidable, c'était de l'élargir
à un public plus large, de le montrer, et puis surtout à cette période, parce que l'année des JO, une championne de natation synchronisée est liée à une aventure médicale hors du commun. C'était la meilleure période pour le partager. C'était une belle continuité. Et grâce au soutien de mes partenaires, j'ai pu réaliser cette exposition à JP, le laboratoire CCD, Labo Photo, et Yves-Marie et Bruno m'ont soutenu pour que je puisse réaliser l'exposition que j'imaginais. Oui. Vous soutenir, ça veut dire vous permettre de faire des grands tirages de vos photos. Des mécènes. Oui. Et donc c'était exposé en juillet, ça ? Oui, en juillet. Cette année, 2024. Et donc, je suis venue 2 fois, je crois. Et comme vous m'aviez dit, d'ailleurs, je l'ai vu, les personnes rentraient, regardaient l'exposition, et j'ai vu qu'elles étaient quand même toutes bien captivées, émerveillées. Et émues. J'ai ressenti beaucoup d'émotions des visiteurs qui étaient très émus de voir l'avancée de la médecine, le don d'une maman à sa fille pour pouvoir donner la vie. C'est de l'espoir naît la vie. Oui, de l'espoir naît la vie. Et donc cette exposition, moi j'ai trouvé que vous aviez fait une vraie mise en scène. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur votre site et votre chaîne YouTube, et vous avez fait une vidéo où on vous voit installer l'exposition, installer les photos, enfin tout J'aime bien montrer les coulisses. Voilà. Donc cette vidéo est sur votre site virginiebonnefond.com. Et vous parliez de l'installation. Voilà, donc il y a toute une installation que vous avez fait. Méditative, parce que je me suis dit, on parle de naissance, de la greffe de l'utérus, le sujet c'est l'utérus, et on a tous été dans le ventre de notre maman, bien au chaud, bien protégés. Et que peut-on ressentir? Et tester une expérience méditative d'un voyage in utero peut faire remonter de belles choses aussi, d'un temps oublié. Et donc j'avais installé un fat boy gonflé d'air pour avoir... en fait, on est en apesanteur, donc une sensation de flottaison, avec un casque où j'avais mis un bruit blanc cœur battant. Et certaines personnes me disaient on a un temps limité. J'ai dit non, si tu veux rester 1 minute ou 2 heures, c'est comme on le sent. Et je sais qu'une fois, il y a un visiteur qui est resté 45 minutes. Ah ouais. Je pense qu'il s'est endormi, il bougeait, il était même en position fétale. Je sais pas comment il a réussi à le faire. Et tous ressortaient de cette expérience avec les photos qu'ils pouvaient voir à 360 degrés de cette expérience zen, détendue et aussi avec de l'émotion. Oui. Oui, j'ai pu tester moi-même. Alors, Julie. Et c'est vrai que, voilà, on est dans un lieu public, alors on se dit, on va pas rester trop longtemps, mais effectivement, j'ai dû peut-être rester 5 minutes. Et j'avais vraiment envie de rester beaucoup plus longtemps, parce qu'on sentait qu'en restant longtemps, on allait faire ce voyage intérieur dont vous parlez. Et c'est vrai que c'était un genre d'énormes coussins remplis d'air, et très agréable. On s'enfonçait là-dedans. Vraiment, ça avait la forme d'un utérus. Enfin, on s'y croyait. Vraiment, on s'y croyait. Parce qu'il y en a qui pensaient que c'était une exposition, mais sans expérience, et que j'avais exposé une représentation d'utérus. Ah, oui. Et c'était pas du tout le cas. Il fallait s'y plonger. Tout à fait. Et aussi, dans ce que je voulais dire, dans cette expo, il y a la mise en scène de cet utérus-là, gonflé, mais quand on fait le parcours, on commence par voir la grand-mère, c'est ça ?
la grand-mère, la fille et les petites filles, et on commence même déjà à s'imprégner. On va se dire, il va y avoir une histoire de famille. Alors c'est ça, Ouais. c'est là le moment où on voit la grand-mère avec ses petites filles, le papa de Déborah, son mari, c'est la fin où toute la famille est réunie, mais on le voit parallèlement au début de l'aventure qui est le laboratoire MP. Donc le parcours est vraiment à 360. On commence par la MP avec la ponction des ovaires avant la greffe. Et c'est vrai qu'on termine par ces moments de famille heureux. Oui. Eh bien, merci Virginie pour Merci, avoir mis tous les moyens et toute l'énergie pour avoir fait cette expo et avoir permis à beaucoup de visiteurs d'avoir pu vivre cette expérience. Et donc, vous pouvez quand même voir les photos dans le livre. Exact. Voilà, de l'espoir à la Parce vie. que l'exposition est extraite du Oui. livre. Oui. Donc, je vois qu'il est 22h30. Nous pourrions peut-être faire une pause musicale avec une musique choisie par Virginie. C'est bien de choisir ces musiques. Oui. J'ai quand même une petite question de la régie. Est-ce Oui. que l'exposition va revenir plus tard? Je l'espère. Oui. Il est possible de continuer parce que c'est une exposition qui peut voyager. Donc, l'affaire est à suivre. Si les tirages y sont là, l'expérience méditative, on peut la renouveler. Donc, si certaines institutions, hôpitaux souhaitent héberger ces tirages et partager l'histoire, c'est possible. Bon, j'espère et je suis sûre que vous trouverez une opportunité. Merci Julie. Alors, nous allons donc faire une pause musicale, donc avec, comme vous dites Virginie, que vous avez choisi la musique de Sébastien Tellier qui s'appelle Menti. Un petit mot sur le choix de cette musique? Alors, je connais Sébastien Tellier depuis très longtemps, avec ses chansons top que tout le monde connaît. Et Menti, je l'ai découvert récemment. Et quand je découvre un morceau récemment qui me plaît, je l'écoute en boucle. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas la mettre ce soir. Merci. On se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
e quella è la sua pia, il viso rococo, nuda nel paletto, e da un duetto, se ne vola via, come nel traghetto, verso l'euforia, nuvoli per fallo, e poi caro, e quella delizia, l'amore perfetto, l'amore strategia, vola col suo petto, e il suo concetto, stupenda fantasia, mi fa nella folia, amore vita. Cause commune 93.1. Nous venons d'entendre Menti par Sébastien Tellier. Vous écoutez l'émission Chemin de traverse. Je suis avec Virginie Bonnefond. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site de la radio causecommune.fm, bouton chat, salon Chemin de traverse. Donc nous revoilà sur le plateau, nous parlions photographie avec Virginie Bonnefond et nous avons parlé donc d'un combat de santé qui concerne beaucoup de monde. C'est un combat de société, de santé. Mais, et aussi Virginie fait donc des photos documentaires, mais fait aussi des portraits, qui donc là est quelque chose de plus individuel. Et donc vous entretenez, vous avez une relation avec la personne avec qui vous faites un portrait. Donc racontez-nous les portraits, votre photo de portrait. Comment ça se passe ? Oui. Parce que le portrait dégage quand même un aspect paradoxal. Comment ne pas paraître figé ou crispé lorsque l'on pose, Julie ? Oui. C'est vrai. On se connaît pas et je veux obtenir le meilleur de vous. Et quand on connaît pas, on est crispé, on est un peu sur la défensive. Enfin, sur la défensive, oui. On se protège. Ouais. Et j'aime donner les clés pour y arriver. Mon objectif, c'est de capter dans le regard la personnalité et l'essence même de la personne. Et je les guide, ceux que je photographie, pour enclencher un lâcher-prise. On se laisse aller, pouvoir être à l'aise. Et finalement, qu'un instant qu'on appréhende parce qu'on n'est pas toujours à l'aise devant un objectif, devienne un moment convivial. Donc j'ai 2 critères qui doivent être absolument remplis. Le premier, c'est que la personne, quand je lui montre la photo, se reconnaisse. Parce que parfois, on est tellement différent quand on pose devant un objectif. Donc de se dire, ah oui, c'est bien moi. Et le second objectif, c'est qu'il s'aime. De dire, ah, là, alors je me reconnais et je m'aime. Pas j'aime la photo, je m'aime. Je trouve que c'est un moment privilégié parce que je découvre des personnalités épatantes, rayonnantes, et qui se sentent libérées, voire réconciliées avec elles-mêmes en repartant. Et ça, pour moi, c'est vraiment incroyable parce que c'est un instant qui n'est pas très long. Quand on fait une session de portrait, ça peut être une demi-heure. Une demi-heure, c'est pas grand-chose. Et de voir le changement de posture, d'attitude et de détente après, pour moi, ça me procure beaucoup de bonheur. Et de manière générale, mon parti pris photographique, c'est de m'appliquer à capter l'authenticité des moments, en privilégiant les angles, les lumières, et en respectant scrupuleusement les sujets que je photographie. Parce que c'est vrai qu'avec les angles et les lumières, on a des postures à adopter pour être plus mis en valeur. Et ceci, c'est dans tous les domaines.
Et malgré la barrière de l'objectif, dans mon rôle de photographe, je voyage toujours entre émotion et admiration. Et je ressens une certaine dualité. Parce que la distance physique peut coexister avec une connexion émotionnelle profonde. Vous vivez vous vivez les choses à fond et vous mettez à chaque fois vos intentions, tout ce que vous avez dans vos tripes, dans vos intentions artistiques. Exactement. Oui. Et quand je rencontre quelqu'un, même que je ne connais pas, je ressens ce dont il a besoin pour être guidé et plus à l'aise. Donc je veux une photo. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on part quand même, le portrait, c'est spécial. Hein. Et une fois, quelqu'un m'a dit, comme je guide et que j'arrive à détendre, on m'a dit, prends ma place et je vais te photographier. Et ce jour-là, je me suis retrouvée un peu timide, comme une petite fille, en me disant, on va me photographier parce que le cordonnier est le plus mal chaussé. Donc j'ai très peu de photos de moi, tous les 10 ans. À ce qui paraît, je change pas, mais... Oui. Et donc c'est vrai, c'est un exercice, je reconnais, qui n'est pas facile. Et c'est pour ça que mon but, c'est de mettre tout le monde à l'aise et qu'ils repartent heureux de ce moment passé. Merci Virginie de nous avoir parlé de ces portraits et de la façon dont vous les faites. D'ailleurs, j'en ai vu, j'ai tapé sur Google photo Virginie Bonnefond et parfois il y a des portraits à vous qui sont publiés dont il y a le crédit Virginie Bonnefond. Donc j'en ai vu certains qui étaient très différents les uns des autres, avec des lumières différentes, comme vous dites. Et, voilà. C'est en fonction même des besoins, de ce que la personne aimerait véhiculer ou avoir tout simplement. Oui. Alors, nous pouvons clôturer le chapitre de Virginie Bonnefond, photographe. En paro, là. Et pour ouvrir le chapitre Virginie Bonnefond, sportive. Ma deuxième matière préférée à l'école. Le sport tient une très très grande place dans votre vie. C'est indispensable. Et vous faites du sport depuis votre enfance. Et plus tard, à l'âge adulte, vous m'avez raconté que vous avez découvert un autre sport, un autre dépassement de soi, d'autres limites. Donc, racontez-nous votre premier défi, ce sport que vous avez découvert et comment vous l'avez découvert. Alors, le sport à l'origine que je pratiquais beaucoup, c'était la planche à voile, vivant en Martinique. Et en arrivant à Paris, il a fallu, parce que j'ai ce besoin quand même de faire du sport, de me dépenser et de sécréter des endorphines, c'est indispensable. Et en arrivant à Paris, plus de plan d'eau pour pratiquer ce sport. Il a fallu que je trouve quand même une petite activité quotidienne qui a été le vélo pour tous mes déplacements. Donc c'était déjà pas mal. Et à l'époque où je travaillais chez Lagardère permettait aux collaborateurs d'avoir des dossards pour le semi-marathon de Paris. Et un ami qui travaillait avec moi me dit tu courrais pas le semi-marathon de Paris? Je dis j'ai jamais couru. Donc je sais pas quel âge j'avais. J'avais entre 25 et 25 ans, je pense. Tu courrais pas le semi-marathon de Paris? Je lui dis, mais j'ai jamais couru. Il me dit, mais t'es cap ou t'es pas cap? Ce qu'il ne faut jamais me dire. Tant que je ne me mets pas en danger. Et ayant quand même une condition physique qui peut encaisser, j'ai dit, bien sûr que je suis cap. Il me dit, oui, mais tu t'entraînes pas. Mais le semi était quand même proche. Et je l'ai fait. Je n'avais aucune notion ni idée de ce que représentait 21 km. Aucune. Ni combien de temps, c'était vraiment découverte totale. Et en participant à ce semi-marathon, j'ai été emportée par l'ambiance, les supporters, même les coureurs entre eux. J'ai trouvé qu'il y avait... c'était d'une simplicité totale, avec de l'entraide, des encouragements, même entre coureurs. Donc cette ambiance m'a marquée
Et depuis, je cours. Mm. Et en voulant, au fur et à mesure, upgrader un peu le nombre de kilomètres sous les pieds. Donc, le marathon est forcément vite venu après. Et chaque année, je cours au minimum un marathon. Donc vous avez vu cette ambiance et ce semi-marathon et vous avez donc... Et ce que ça m'a procuré. Ouais, ce que ça vous a procuré. Parce que c'est vraiment un dépassement de soi, de se dépasser et de sécréter autant d'endorphines. Il y a une sensation de bien-être, on ne peut pas passer à côté. Et au fur et à mesure, se fixer des challenges, je trouve que ça porte un peu plus loin. Parce que aussi la course à pied, le semi-marathon, le marathon, ça dure longtemps. Oui. Et donc on passe par divers stades pendant le marathon. Oui. De diverses difficultés, divers stades. Et donc vous m'avez parlé qu'au bout d'un moment, on devient comme en auto-hypnose. Oui, je sens que je suis en auto-hypnose. Parce que je m'émerveille de ce qui m'entoure. Je ne réalise plus que je cours. Parce que j'ai pas de sensations musculaires dérangeantes. Donc physiquement, je suis bien. Mais physiquement, au bout d'un moment, la machine a dit « Stop, ça fait trop longtemps que tu cours, arrête-toi ». Et là, c'est le mental qui prend la relève. Et comme je m'évade beaucoup, je rêve, je pense, je suis vraiment en auto-hypnose, complètement. Donc, j'ai l'impression que quand on fait un marathon, on est aidé par l'ambiance, l'environnement, et aussi par son mental, son évasion personnelle. C'est vrai. Ça. Et d'être entouré, parce que finalement, c'est un sport individuel, mais je trouve qu'il y a toujours de l'entraide. Dès qu'on voit quelqu'un ralentir, faiblir, il y a toujours des encouragements et ça compte énormément. Donc on n'est pas seul. C'est un sport individuel et on n'est pas seul. Et c'est vrai que les marathons, bon, je les cours pas contre la montre. Hein. Je serai jamais sur le podium des 3 premiers arrivés. Donc que je sois la 4e ou l'avant-dernière, ça ne changera rien. Donc je prends beaucoup de plaisir à parler aux bénévoles au ravitaillement. Voilà, je regarde pas ma montre, je fais pas de performance. C'est que du plaisir. Ça me rappelle un certain préparateur mental d'un fameux nageur cet été aux Jeux Olympiques. Oui, qui nous a tous épatés, éblouis. Oui. Et donner envie de bien apprendre à nager. Oui, et d'ailleurs, le préparateur mental disait, c'est pas la performance qui compte, c'est le plaisir que tu prends. Oui, mais ça pousse plus loin. Parce que la performance, et c'est vrai que j'ai remarqué, après, il y a plusieurs types de coureurs. Il y a ceux qui veulent vraiment faire une performance, et eux, s'ils voient un autre coureur faire un malaise, ils vont pas s'arrêter, parce que ça va leur faire perdre des minutes. Donc, ils sont vraiment individuels dans leur bulle. Je juge pas, mais ça fait quand même mal au cœur de voir ça. Oui. Et ceux qui le font, peut-être pour une performance à la base, mais qui sont quand même tournés vers l'autre. Et c'est hyper important. Oui, c'est hyper important. Et vous êtes du côté des personnes qui aiment aider. Oui. Et donc, on va continuer votre aventure. Donc, ça y est, vous êtes marathonienne. Oui. Et vous rencontrez un projet qui s'appelle le projet des 42. Tout à fait. Qui pourrait s'intituler « Si tu veux changer ta vie, cours un marathon ». Alors, ce projet s'appelle le projet 42 pour les 42 kilomètres que font un marathon. Oui. C'est un projet qui a été fait pour des jeunes de 18 ans et un peu plus, des jeunes qui sont en échec scolaire ou qui sont au chômage, des jeunes qui galèrent. Il y a aussi également des jeunes qui font des études. Oui. Et ces jeunes sont sélectionnés aussi parce qu'ils pratiquent peu de sport. Et donc, c'est pour leur donner l'opportunité de faire du sport.
Et selon les mots du créateur de ce projet, qui est Malek Boukherchi, Oui. il souhaite que les jeunes réhabitent leur corps et aiment leur corps. L'objectif pour ces jeunes qui vont courir un marathon avec le projet 42, ce sera pas de gagner le marathon, comme vous dites, mais de finir le marathon. Et donc, il y a eu le projet 42, il y a eu une première édition, un premier marathon qui a eu lieu en novembre 2023. Tout à fait. Et qui était à Athènes. Donc, et ce projet, les 42, c'est un projet dans lequel vous êtes vous-même engagé. Exact. Alors, racontez-nous qu'est-ce que vous avez vécu avec ce projet, votre engagement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux 42 km, l'objectif c'est d'être finisher. Oui. En effet, parce que celui qui court 42 km en 6 heures ou 42 km en 2 heures, ben, ça reste 42 km. Et celui qui a couru 6 heures, il a été dans le dur beaucoup plus que celui qui a mis 2 heures. Oui. Il a besoin de plus de ravitaillement, de plus de soutien. Donc, je me dis qu'il faut qu'il y ait absolument un podium pour les derniers arrivés. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah, vraiment. Parce qu'il mérite d'être ovationné et félicité de l'avoir terminé, même si c'est en 6 heures ou 7 heures. Parce que je pense que la barrière limite, je crois que c'est 7 heures. Donc c'est quand même plus que le premier qui met 2 heures. Donc pour en revenir au 42, donc c'est une association qui a été pensée et créée par Malek Boukherchi, qui est anthropologue, philoconteur, conférencier et ultra-marathonien des extrêmes. Donc là, c'est un autre niveau qui n'est pas accessible à tous, pour le coup. Et ce projet a germé dans son esprit pendant la période de confinement Covid. Il a eu un triste constat, c'est de voir tous ces jeunes qui sont devenus sédentaires et qui évoluent dans un monde virtuel. Parce que c'est vrai que le Covid, pour les jeunes, enfin, chacun l'a vécu différemment, mais j'ai essayé de me mettre à leur place quand j'avais 15 ans, 20 ans, et à ces âges-là, sortir avec ses amis, partager, enfin, on est vraiment tourné vers ses amis, plus que de se retrouver enfermé à faire des devoirs avec papa et maman. Et c'est vrai que c'est pas évident, et les jeunes se sont probablement un peu plus renfermés. Et donc Malek, il a fait ce constat, et il s'est dit, pour sortir les jeunes, voilà, cette association, qui est bien plus qu'un rassemblement, incarne vraiment l'espoir, la solidarité et la transformation à travers le pouvoir du sport. Donc c'est une communauté qui est unie par la volonté de dépasser les limites et d'inspirer le changement. Donc début 2023, Malek crée les 42, entouré de coachs, de mentors. Donc ce qu'on appelle mentors, ce sont les mécènes, et les jeunes qui sont volontaires, recrutés à travers les missions locales dans toute la France. Donc à travers ces missions locales, ceux qui souhaitent s'engager dans ce projet pour changer leur vie rejoignent la team des 42. Donc dans son concept, il y a vraiment 5 défis à relever. Le premier, il est pédagogique, avec l'accompagnement des jeunes en quête de sens et de sensations. Finir un marathon, c'est pratiquer l'art de la persévérance et le goût de l'effort. Le deuxième, c'est le défi physique et physiologique, avec la rupture radicale de la sédentarité. Il faut retrouver le goût du mouvement, du corps qui bouge en ces temps de civilisation assise. Psychologique, terminer un marathon pour des jeunes de 18-28 ans qui n'ont aucune expérience en général de la course à pied, ça relève vraiment de l'exploit tant physique que mental. Anthropologique, partir en novice, je reprends les mots de Malek que j'aime beaucoup, c'est partir en novice apprenant et revenir en héros entreprenant. L'objectif étant de reconstruire l'estime de soi en travaillant sur les vertus de discipline, d'abnégation-effort, de patience, des clés de l'engagement sociétal. La diversité des engagés venant de différents territoires permet de vivre une aventure collective de la préparation
à la réalisation et de savoir vibrer ensemble. Et le dernier défi, c'est le socio-professionnel, parce que les mentors, donc les mécènes, sont des managers, des dirigeants d'entreprise. Ils ont un rôle de mécène sur le plan financier, mais surtout ils sont présents sur le plan de la transmission de leur pratique de métier. Il y a vraiment un lien entre les jeunes et les mentors. On est une bulle vraiment unie et complémentaire dans toutes nos actions. D'ailleurs, m'a semblé comprendre que les mécènes ont aussi participé au marathon et aussi peut-être aux entraînements. Exactement. Parce qu'on était des coachs par région, comme plusieurs régions de France avaient donc des jeunes volontaires engagés. Donc Malek s'est entouré de coachs par région, et les mécènes, donc les mentors, qui étaient dans certaines régions, venaient aussi le dimanche pour s'entraîner avec les jeunes avant de partir vers l'aventure athénienne. Donc c'est du mécénat où le mécène participe directement à l'activité. Exactement. Et donc il y a eu donc les mentors, mais aussi tous les acteurs du secteur social, qui sont à leur manière aussi des mentors par leur capacité à non seulement nous aider à repérer les jeunes, mais aussi à les mobiliser dans une dynamique de voir le possible là où les autres voient l'impossible. S'aligner sur un marathon. Il y en a plein qui disent mais c'est complètement fou, à 6 mois d'un marathon, jamais courir. Donc voilà. Et les mentors ont le désir de vouloir aider à la réinsertion professionnelle. L'exploit marathonien a pour effet de permettre aux engagés des 42 de se reconstruire une nouvelle estime de soi, clé pour pouvoir s'accomplir. Et donc, ce qui nous animait, c'était vraiment de se tenir prêt mentalement et de tenir la distance sur le plan physique. Pour nous, finir, c'était réussir, quel que soit le temps. Vraiment. Et au-delà de cet extraordinaire exploit sportif et humain, le projet des 42 veut permettre à des jeunes de tous horizons de s'accomplir par l'effort, l'abnégation, la patience et la confiance en soi retrouvée, de réaliser un défi hors norme et de se réaliser à travers ce marathon légendaire. Donc nous avons pris en novembre 2023 le départ du marathon d'Athènes, qui est l'origine, donc sur les traces du soldat messager Philippides, qui parcourut plus de 42 km d'une seule traite, afin d'annoncer au maître de la cité la victoire sur l'ennemi perse. Et la légende raconte qu'au terme de cette course folle, entre la ville de Marathon et Athènes, le valeureux soldat mourut d'épuisement après avoir annoncé leur victoire. Depuis, les coureurs de fond du monde entier s'affrontent dans cette course d'endurance baptisée Marathon. Et on dit souvent qu'on court un marathon 30 km avec les jambes, 10 km avec la tête, 2 km avec le cœur et 195 mètres avec les larmes. Et je ne le conteste pas. C'est intense émotionnellement. Les endorphines font leur job. Bon, me concernant, les 195 derniers mètres, en général, c'est pas les larmes, mais je pense à ma famille et mes amis que je retrouve s'entraîner pour un after festif. Les derniers mètres, quand même, c'est votre exploit. Hein. Ah oui. Et donc, pour cette première édition des 42, nous sommes partis vers le berceau de cette course mythique avec une super team de coachs. Donc, Malek, Magda, Karine, Farid, Fab, Gilles et Waiba. Les mentors qui sont venus, Marianne, Emmanuel, Brice, Grégoire, Valérie, Christophe. Et nos 18 jeunes futurs marathoniens, préparés, confiants, avec une volonté de se surpasser qui était palpable. Le pari était fou, mais réussi, parce que tous finishers. Et là, on peut parler d'exploit. Incroyable. Ouais. Donc, ces jeunes se sont entraînés pendant combien de temps ? Donc, on est parti en novembre et les entraînements ont commencé 5-6 mois avant. Oui, il me semblait ça, ouais. Avec un programme progressif. Il me semble que j'ai lu 6 heures par semaine,
peut-être. Oui. Ouais. Ils couraient individuellement et le dimanche, on se retrouvait tous ensemble Ok. pour faire une sortie longue. Ok. Et donc ils ont vraiment vécu l'aventure, ils se sont engagés et donc ils ont vraiment reçu les vertus qui sont, comme vous avez dit, la discipline, l'engagement, et Oui. ils ont vraiment vécu le fait de s'entraîner et de ne pas lâcher et de voir le résultat, et ils étaient transformés, quoi. Exactement. Ils se sont dépassés et en sont sortis vraiment transformés. Physiquement et avec une confiance en soi qui est vraiment visible. D'ailleurs, j'ai regardé des vidéos d'interviews de ces jeunes juste après le marathon, le lendemain, quoi. Ah oui. Ils reprenaient l'avion d'Athènes vers Paris. Et donc, j'ai recueilli quelques mots quand même que je voulais dire. Une jeune du groupe qui dit, je cite, « Tout se joue dans la tête. Même si mes conditions physiques ne sont pas parfaites pour réussir un marathon, si ma tête le veut, je sais que je peux. Eh bien, pour les études, c'est pareil. Si je veux continuer, si je suis motivée et si je me dis que je peux finir et réussir, eh bien, je réussirai. » Et une autre qui dit, « Quand on a une idée en tête, un projet, il faut foncer, aller au bout des choses. Il n'y a que du positif. Tant qu'il y a le mental, on ne peut que réussir. » Et donc, ces témoignages montrent bien que la réussite du projet et l'impact sur leur projet de vie, s'ils étaient en échec scolaire, ou là, ils parlent de réussite, de positif. Oui. Vraiment, c'est... Et là, voilà, c'est vrai que cette interview a eu le lendemain, donc encore un peu à chaud. Oui. Mais on redescend très lentement de cet événement. On reste avec nos idées et nos convictions pendant longtemps. Et d'ailleurs, elles sont belles et il faut qu'elles restent intactes et garder la même motivation. Parce que quand on fait preuve de cette motivation une fois sur un parcours sportif, on peut le faire dans tous les domaines. Je vais vous partager une citation de William Howard que j'aime beaucoup et qui résonne quand on se lance des challenges. « C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. » Oui. Et ils ont tous écouté leur cœur et ils peuvent être fiers d'eux comme nous sommes fiers d'eux. Et actuellement, nous préparons la 2e édition pour faire découvrir aux nouveaux jeunes un autre marathon mythique, après l'Alpha, l'Oméga. Donc je vous invite à vous rendre sur le site des 42, à en parler autour de vous et à nous soutenir, parce qu'ensemble, nous pouvons aller plus loin. Tout à fait. Et on a une petite question sur le chat. Ils étaient 18, c'est ça ? Oui, 18 jeunes. Donc les 18 jeunes sont arrivés à Athènes et les 18 jeunes ont franchi ce fameux mur des 30 km et ont été finishers, ont fini tous le marathon. C'est un vrai exploit. Ah non, mais c'est un exploit. Parce que on voit même dans tous les marathons, même les professionnels, personne n'est à l'abri d'une blessure, d'un malaise ou juste d'un ras-le-bol, j'ai trop couru et j'arrête. Là, par exemple, pendant le marathon le marathon pour tous à Paris, j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait, la Fédération de la Loose, qui accueille au 30e kilomètre les abandons, mais pour garder quand même, qu'ils soient pas trop déçus, un petit côté festif et joyeux. Mais tout le monde, tous les marathons que j'ai faits, j'en vois, je sais pas combien de pourcents, qui abandonnent, mais au moins 10%, je pense. Oui. Qui abandonnent, soit parce qu'ils se sentent pas bien. Et là, donc, 18 jeunes, tous finishers, avec les coachs et les mentors. Oui, c'est très important, finalement, ces mentors et ces coachs. Mais oui, il y en a pas un qui a failli. Oui. Pas un. D'ailleurs, il y a aussi un autre jeune qui a dit que pendant toute la course, il regardait autour de lui les gens qui les encourageaient. Il pensait dans sa tête à tous les mots qu'il avait reçus
Vraiment, c'est un sport où on est tout seul, comme on disait tout à l'heure, mais en fait, on est ensemble. Oui, et puis c'est vrai qu'après, la famille compte dessus, le soutien des mentors, et les jeunes, ils se sont dit, même quand ils étaient un peu dans la difficulté, je ne peux pas me permettre d'abandonner. Je vais me surpasser. C'est jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Voilà, Donc c'était une merveilleuse aventure. Oui. Et ils n'abandonneront plus. Non. Une renaissance, c'est une forme de renaissance. C'est vrai. Merci Virginie d'avoir été engagée dans ce projet des 42 et de nous l'avoir raconté ce soir. Et l'aventure continue. Oui, et l'aventure continue avec le marathon aux États-Unis, c'est ça ? Aux États-Unis en novembre 2025. Ok, donc il faut des coachs et des mentors pour vous soutenir. Oui, exactement. Après toutes ces émotions, nous allons faire une petite respiration. Alors, le marathon aura lieu à Chicago, je crois. C'est ça ? C'est pas encore défini. Ah, c'est pas encore défini. C'est pas encore défini, mais on partira à New York ou Boston. Voilà, on risque, enfin on aimerait partir aux États-Unis parce que c'est vrai que on lance la 2e édition maintenant, mais tout dépendra, comme pour tout ce qu'on fait, du soutien et des croyances qui nous permettent d'aller plus loin. Donc il faut partager. Oui. Donc nous allons faire une petite pause musicale, une deuxième musique encore choisie par vous Virginie. C'est Natural Mystic de Bob Marley and the Wailers. Un petit mot sur le choix de cette musique ? Alors Bob Marley, je l'entends depuis que je suis née et ces vibes, ces good vibes insulaires étaient pour moi essentielles à partager ce soir. Un peu de chaleur dans nos cœurs. Profitant de ces good vibes, on se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. If you listen carefully now, you will
Cause commune 93.1. Nous venons d'écouter Natural Mystic de Bob Marley and the Wailers. Vous êtes toujours sur l'émission Chemin de traverse sur Radio Cause Commune avec Virginie Bonnefond. N'hésitez pas à participer à notre conversation au téléphone en appelant au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site de radiocausecommune.fm, bouton chat, salon Chemin de traverse. Nous continuons notre exploration avec Virginie Bonnefond. Après avoir parlé donc de la photo, des hôpitaux, du marathon, eh bien, nous allons maintenant parler d'un autre sujet qui est un problème de société dont, Virginie, vous avez lancé un appel à action. Le sujet, c'est les enfants qui mangent mal et regardent leurs écrans. Donc, j'ai vu que vous avez passé un appel à action sur ce sujet des enfants qui mangent mal et qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et que vous voudriez bien que tous ensemble, voilà, les pouvoirs publics, les mentors, les personnes, vous mettons en place des actions pour ne pas que les enfants soient sur leurs écrans tout le temps et qu'ils mangent mal. Enfants comme adultes, finalement. Okay. Parce que là, j'ai été bouleversée et touchée de voir les enfants. Mais si les enfants ont aujourd'hui ce style de vie, ils l'ont pas inventé. C'est qu'ils le voient ou qu'on leur permet. Donc que ce soit du côté familial, je dirais pas scolaire, parce que c'est vraiment à la maison que ça se passe, mais la sensibilisation peut se faire au niveau scolaire. Donc là, c'est vraiment un gros signal d'alarme sur un sujet qui me touche et me bouleverse beaucoup. Et nous devons vraiment tous passer à l'action rapidement. C'est l'épidémie d'obésité. C'est une épidémie qui ne cesse de croître. C'est le problème de santé le plus grave au monde. En 2030, la moitié de la population mondiale sera obèse ou en surpoids. C'était impensable d'envisager un tel futur dans les années 50. On ne pouvait pas se dire dans les années 50, 2030, moitié de la population obèse, impensable. Et cette tragédie est créée par l'homme. Et on pense facilement aux clichés d'absence de volonté, de paresse par ceux qui sont concernés. On se dit quelqu'un qui est obèse, il n'a pas de volonté. Mais c'est pas le cas du tout. Il faut nous rééduquer, que nous sachions ce que nous avons dans nos assiettes. Boire des jus toute la journée, c'est pas bon pour la santé. Consommer des plats industriels, c'est pas bon pour la santé. Les industriels, ils défendent leurs produits et ils communiquent en diagonale en mettant en avant ils mettent peu de matière grasse, par exemple. Mais l'absence du gras dont nous avons quand même besoin, on a besoin de gras, cette absence est remplacée par du sucre et des fausses calories. C'est la fake food. Et notre corps, il a besoin de tout ce qui se trouve dans les produits frais et vrais, non transformés. Les slogans manger moins, bouger plus nous déculpabilisent sur notre manière de consommer et de vivre. On se dit, je vais bouger plus, mais c'est pas bouger 30 minutes par jour parce qu'on a pris des produits transformés qui va faire quelque chose. Ça fera rien du tout. Parce que Julie, est-ce que vous savez que pour éliminer un hamburger, il faut courir 1 heure et 2h15 pour une pizza. Et en n'ayant pas assimilé les nutriments dont le corps a besoin. Donc l'équilibre, il peut pas être atteint sans parler des carences qui découlent de cette alimentation. Les produits transformés, c'est vraiment du poison sur le long terme. Les jeunes adolescents en surpoids, ils se mettent en danger et ils seront confrontés à des maladies de personnes âgées comme les infarctus, le diabète, mais à 30 ans. Voilà, c'est ce vers quoi on va tendre.
Il y a eu un documentaire sur Arte qui est visible en replay que je vous invite à regarder absolument parce que je trouve que ce documentaire fait prendre conscience de beaucoup de choses et j'y ai appris qu'au Chili, ils ont mis en place des logos sur les packaging, donc de 1 à 4 logos noirs pour prévenir de la nocivité du produit. Et les enfants, parce que si les enfants ils prennent des biscuits et des produits transformés toute la journée, ils font pas les courses. Donc ça vient des parents. Mais par rapport à ces logos, les enfants ils sont très sensibles et ils refusent d'eux-mêmes de les consommer. Ils regardent combien de logos noirs ils voient sur le packaging. S'ils en voient 3 ou 4, ah ben non, c'est pas bon pour ma santé. Ils en ont conscience. Donc après, on peut prendre des biscuits ou produits industriels, mais de façon exceptionnelle. Faut pas que ça fasse partie de notre quotidien. Et au Chili, justement, leur courbe d'obésité n'est pas alarmante. Ils ont du résultat par rapport à ça. Donc c'est vrai, Julie, je sais pas comment m'y prendre. J'ai fait un appel en juillet sur ce sujet parce que je sais pas comment m'y prendre, mais je me porte volontaire pour travailler sur des programmes de sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises, parce qu'il faut rééduquer les adultes. Les adultes ne savent pas. On pense on est speed dans cette vie actuelle en se disant bon, c'est vite fait, les plats préparés, c'est pratique. Mais non, en fait, c'est du faux et du mauvais. Et aussi, pourquoi pas, dans les hôpitaux, bien sûr. Parce que dans les hôpitaux, une femme, par exemple, qui est enceinte, peut être informée sur les méfaits des produits transformés et préconiser de rééquilibrer notre alimentation. Voilà, pour mieux apprendre et vraiment comprendre comment fonctionne notre corps, quels sont ses besoins, et en prendre soin. Et c'est vraiment un sujet vital qui touche chacun d'entre nous. Alors, le deuxième volet, les écrans. J'ai parlé de l'obésité et des écrans, parce que je remarque que comme certains n'ont plus le goût de faire, de cuisiner, de préparer, et parfois, malheureusement, je vois à table, au restaurant, des familles qui sont chacun sur leur écran, donc ils n'ont même plus conscience de ce qu'ils ont dans leur assiette et de ce qu'ils prennent. Ils ne savent pas. Je vois des robots. Des robots qui sont plus dans l'échange, donc il n'y a plus d'échange et il n'y a plus de sensation. Parce que c'est vrai que là, par exemple, les enfants, nous, on leur apprenait, et c'est à tout âge, on fait le test aujourd'hui. Ce qu'on a dans l'assiette, c'est d'abord dans le regard. Voilà, le regard, on est émerveillé de ce qu'on voit et de ce qu'on va déguster. Le regard, ensuite on fait travailler nos papilles, mais on n'avale pas, on n'aspire pas et on prend pas n'importe quoi. Et ça doit être un plaisir. Donc je sais pas comment faire, Julie, mais l'appel est lancé. Donc dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux, programmes de sensibilisation, ce n'est pas juger les personnes que de leur expliquer. Il n'y a pas de jugement. Ceux qui sont dans ce cas ne sont pas jugés, c'est expliquer et prendre soin de sa santé. Pour mieux vivre. Pour mieux vivre. Ben, Virginie, l'appel est lancé ce Julie. soir, un appel en action pour redécouvrir le plaisir de faire le repas, redécouvrir les sensations et les émotions de ce qu'on mange, Oui. les enfants, les parents, un vrai moment pour une meilleure santé, une meilleure vie. Voilà, en alliant bien sûr toujours ça avec des activités physiques, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que la sédentarité et ce qu'on appelle la malbouffe, c'est un fléau. Oui, les deux réunis. Ah oui, c'est la catastrophe. Donc, nous avons bien compris que nous devons agir. Oui, merci Julie de m'avoir permis de m'expliquer sur ce sujet. Oui, c'était nécessaire. Donc, pour cette dernière partie d'émission, cette fin d'émission, nous allons parler de vos actus et de vos actus futurs. Donc, vous êtes
vous définissez, vous êtes artiste plasticienne. Donc, on a vu que vous étiez photographe, mais vous êtes aussi sculptrice. Voilà, multifacette. Voilà, vous exprimez votre art avec plusieurs techniques. Oui. Et donc, dans vos actus, vous allez faire une nouvelle expo. Ce week-end, donc on est dans un futur très proche, à partir de samedi, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la forteresse du Mont-Valérien à Suresnes ouvrira ses portes aux visiteurs. Donc c'est la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information Île-de-France, historiquement 8e régiment de transmission, qui partagera tout au long du week-end les mémoires de ce site emblématique. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir ou redécouvrir son histoire résistante au travers de grandes figures telles que le général de Gaulle ou encore le fameux Pigeon Vaillant. Un parcours mémoriel sera proposé en visite guidée ou libre, jalonné par des bribes d'histoire racontant celle de la France et du premier régiment de transmission. Il y aura aussi des activités comme du paintball, une découverte des équipements et rations de combat militaires, ainsi qu'un petit challenge pour les petits commandos. Ça, c'est ce qui concerne... C'est ce qui concerne la forteresse. Ouais. Voilà. Mais la salle d'honneur de la forteresse accueillera mes sculptures d'une série tubes cathartiques et je vous invite à venir les découvrir ce week-end et à profiter du vaste programme à la forteresse. Pour vous en dire un peu plus, les tubes cathartiques, ce sont des tubes cathodiques. Et là, on peut parler justement de ce côté artiste plasticienne, parce que ce sont des détournements d'objets, des objets issus de la récupération abandonnés sur le trottoir, à qui je donne une seconde vie. Donc c'est de la sculpture, c'est de l'art. Oui. Vous faites ça avec vos tripes. Oui. Donc vous créez donc ces sculptures avec de la récupération. Voilà, les objets abandonnés, je me pose toujours la question, pourquoi sont-ils abandonnés ? Donc là, les tubes cathodiques, ça a été vers 2010-2012, au moment où tout le monde voulait un écran plat chez soi. Mais je voyais sur les trottoirs des montagnes de tubes télé, enfin cathodiques, qui étaient balancés, pas parce qu'ils fonctionnaient pas, parce que ça prenait de la place et que c'était la mode des écrans plats. Et ça m'a intriguée, je me suis demandé comment c'était fait, un peu à l'intérieur, à quoi ça ressemblait. Et en fait, donc il y a la structure en plastique et le tube cathodique, donc qui est vraiment une pièce en verre magnifique. Et c'est ce tube que j'extrais de chaque télé pour leur créer un nouvel univers parce qu'elles ont été abandonnées et leur permettre de renaître sous une autre forme, dans une autre vie, une autre histoire. Et donc, vous laissez libre cours à votre créativité. Ah oui, complètement. Oui. Et parce que c'est vrai que je pars, là, dans cette série, toujours de la même base. C'est le tube cathodique. Donc, je pars toujours de cette même base. Et donc, l'inspiration n'est pas fixée à une seule idée. Donc, j'ai l'impression que nous allons recevoir un appel en direct. Ah. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, je suis Julie, donc l'animatrice, et vous êtes en direct avec nous et avec Virginie Bonnefond. Donc, vous vouliez faire une intervention en direct ? Oui, non, j'entendais votre... Bonsoir. Je suis Coralie et donc j'écoutais votre émission. Et j'entendais votre émission. Ah, il y a un Il faudrait couper la radio, voilà, s'il vous plaît. j'ai coupé la radio parce que c'est... Voilà, c'est bon. Il faut couper votre radio. Du coup, voilà, ça y est, j'ai coupé parce que c'était un peu étrange. Et du coup, j'écoutais la partie en fait sur la nutrition, etc. et la recherche, enfin, le lancement d'appels pour intervenir, pour faire de la sensibilisation. Et je trouve que moi, je suis maîtresse d'école, donc
si votre invitée veut venir intervenir dans ma classe, elle est la bienvenue. Merci beaucoup, madame, pour votre appel et votre soutien. J'espère que nous pourrons faire des projets ensemble et dans l'idéal que ce soit dans l'éducation nationale, pas ciblé uniquement sur une école, mais il faut l'élargir au maximum. Mais il y a déjà des choses en fait qui sont faites, puisque notamment, je sais que, moi je suis sur la ville de Saint-Denis, et toutes les classes de CE2 ont une intervention d'un groupe qui s'appelle le Nutrimobile. Ah. Justement, et c'est toutes les classes de la ville de Saint-Denis et pour les CE2, uniquement en CE2, et qui ont cette intervention, 1 ou 2 séances. Et donc, c'est des nutritionnistes qui viennent justement expliquer les aliments, etc., l'importance de bien se nourrir. Donc, je sais qu'il y a des choses quand même qui sont déjà mises en place. Ah, c'est bien. Parce que j'entendais l'enseignante de mon fils à la réunion de rentrée là, qui a eu lieu récemment, et qui en parlait un petit peu en disant attention, je donne pas de recommandations spécifiques, parce que c'est vrai qu'après dans l'enseignement on se dit est-ce que j'ai le droit de m'immiscer dans la vie familiale, mais je trouve que oui, que ce soit sur les écrans ou l'alimentation, on peut en parler. Et elle disait attention, vos enfants parfois quand ils prennent des petits déjeuners trop sucrés, donc peut-être qu'il y en a qui prennent tout simplement des biscuits au petit-déj ou trop sucrés, elle trouve que la concentration elle est pas top, les enfants sont pas concentrés du tout, ils sont un peu excités mais pas vraiment à l'école. Et donc, elle préconisait de prendre des petits déjeuners salés, variés, de prendre des œufs, enfin, de varier, quoi qu'il arrive, mais pas de petits déjeuners trop sucrés. Et c'est vrai que les parents, c'est pas une question de bon sens, c'est une question de savoir. Est-ce qu'il y a du bon sens ? Voilà. Tout à fait. Mais merci pour votre soutien. Voilà, merci pour votre émission. Merci Coralie, merci pour votre message, merci pour votre intervention, et vous pouvez laisser vos coordonnées à la régie, nous les transmettrons à Virginie. Très bien, je laisserai mes coordonnées à la régie. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon voilà, donc le message est passé. Oui, ça me fait très plaisir d'avoir eu cet appel avec l'envie de prolonger et de diffuser. Oui, tout à fait. C'est bien parti. Oui. Donc, il nous reste 3 minutes. Donc, nous avons parlé de votre expo à la Journée du patrimoine qui sera les 21 et 22 septembre. À la forteresse du Mont-Valérien, à Suresnes. Je vous invite à venir passer... un moment de découverte ou redécouverte sur ce lieu historique, et de découvrir aussi les tubes cathartiques qui seront dans la salle d'honneur. Notre émission se termine. Un grand merci Virginie pour votre participation à l'émission et la confiance que vous nous avez accordée. J'avoue que j'ai passé une très belle émission en votre compagnie. Merci Julie, c'est le cas pour moi aussi. Merci. Chemin de traverse, c'est en direct tous les mercredis soirs à 22h. L'émission du jour a été réalisée par Frédéric. Merci beaucoup Frédéric. La semaine prochaine, mercredi 25 septembre à 22h, nous recevrons en direct Geoffrey Dorn, un designer militant. Vous verrez tout ce qu'il design pour aider les militants. Vous entendez la musique du générique qui s'appelle Schmolz et qui est de Jazza. C'est une musique sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Toutes les références de l'émission d'aujourd'hui seront sur le site de la radio causecommune.fm, sur le podcast Chemin de traverse. Sur cette page, vous pourrez également vous abonner à la lettre d'actualité de l'émission et au podcast. Toutes les infos utiles sont sur le site cause-commune.fm dans la partie Chemin de traverse.
Merci à vous d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le formulaire de contact de l'émission. Nous espérons que cette émission vous a touché. Si c'est le cas, partagez-la avec des personnes que vous aimez. On se donne rendez-vous mercredi 25 septembre à 22h. Salut et solidarité.